La rentrée scolaire est là et les acteurs du système éducatif béninois ont repris du travail. Facteur de production, le travail est une bénédiction divine susceptible de générer donc de la richesse pour la prospérité, également l'épanouissement et le bien-être de l'homme. Et malgré donc le caractère laborieux du travail, parfois mêlé de stress, l'homme doit chercher à être heureux donc au travail. Comment donc être heureux au travail? Comment faire pour gérer donc les stress? Comment faire pour être vraiment épanoui au travail? Nous allons en parler pour permettre donc à nos travailleurs, aux enseignants également, aux apprenants qui ont démarré depuis lundi passé donc la rentrée scolaire 2022-2023 de passer de très bons moments et histoire d'avoir aussi un très bon résultat à la fin de l'année. Pour en parler, j'ai avec moi révérend Djido Prudence Aimé. Il est psychosociologue de formation. Bonjour, Monsieur Djido. Oui, bonjour. Et bienvenue donc sur ce plateau de Merci. La Quotidienne, Merci. la rubrique de Bénin ce jour, l'émission matinale sur Speedline Télévision. Merci. Voilà. Nous allons démarrer la première question. Lorsqu'on parle de travail, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle de travail, on parle non seulement de l'effort physique, mais on parle aussi de l'effort mental. On parle de tout ce que l'humain peut produire et qui peut générer de la richesse. Voilà. Voilà, c'est le travail. C'est le travail. Et est-ce qu'il y a des catégories, des types de travail qu'il faut... Oui, il y a le travail manuel, le travail intellectuel. La rentrée vient de commencer, donc les enfants retournent sur les bancs pour du travail intellectuel. Oui, il y a aussi le travail sur le plan politique. On va dire que nos politiciens aussi travaillent à gérer le pays. Donc, il y a aussi le travail champêtre pour les paysans, les agriculteurs. Donc, il y a différents types de travail. Okay. Oui. Et comment fait-on pour aimer vraiment ce que l'on fait? Parce qu'on remarque souvent que beaucoup viennent vers des professions sans vraiment avoir la passion pour, sans vraiment aimer ce qu'ils font. Et ils le font juste pour survivre, pour avoir un peu de gain. Il faut commencer d'abord par aimer son travail en choisissant de façon délibérée ce travail. Il ne faut pas simplement aller à un travail parce que, alors, ce n'est pas pression, ce sont les parents qui en ont décidé, c'est les voisins. Parce qu'on n'a pas... Voilà, on n'a pas la pitance du jour, et puis on se dit, je suis devenu travailler dans tel domaine. Non, il faut y aller par vocation. Si on va à son travail par vocation, on aime ce travail, on aime l'ambiance de travail, on aime travailler correctement, on aime ses collaborateurs, on aime ses chefs, et on est heureux à ce travail-là. Donc, il est temps maintenant de choisir vraiment son travail par passion, par vocation. Et là, on aime réellement le travail. Oui, on remarque souvent des enseignants qui sont vraiment en classe juste parce que, voilà, il n'y a pas mieux. On a des diplômes pour être docteur, pour être géographe, pour être aménagiste et tout ce qui va avec. Mais parce qu'on n'a pas encore ces situations-là, on n'a pas du mieux, on va d'abord vers l'enseignement. Et en classe, on est démotivé. Oui, il ne faut pas être démotivé. Il faut savoir que Dieu, alors le créateur de toutes choses, est le Dieu des petits commencements. C'est pourquoi il a permis à l'enfant, au bébé, de naître autour de 3 kilos. Et après, maintenant, l'enfant grandit et prend plus de kilos. Donc, même si on a de grands diplômes et on n'a pas trouvé ce pourquoi on a été formé, quoi qu'en soit ce qu'on fait pour le moment, pour assurer ces mesures fondamentaux, on doit être heureux. Parce que c'est un bon départ, c'est un bon début. Lorsqu'on est heureux dans ce travail, alors l'opportunité viendra. Des bonnes occasions viendront et Dieu maintenant va utiliser ce que nous sommes en train de faire en ce moment pour nous propulser là où nous devons être. Mais si on n'est pas heureux, on ne produit pas de bons résultats, alors on sera désolé de nous renvoyer et tout le temps on dit, mais j'ai été formé dans tel domaine, comme je n'ai pas trouvé, alors ce pourquoi j'ai été formé, c'est pourquoi je ne suis pas heureux. Non, il faut être heureux partout où on est. Il faut donner le meilleur de soi-même. Parce que c'est en donnant le meilleur de soi-même que maintenant, c'est responsable. Et tout l'entourage remarque que celui-ci a des potentialités, il a des qualités, et on peut le promouvoir. Et c'est cela ce qu'on doit faire. Il y a aussi au cours de ces différents travaux, on a des dépressions, on a le stress. C'est quoi d'abord la dépression en milieu de travail? La dépression en milieu du travail, c'est le fait de commencer par se sentir bizarre.
de ne plus pouvoir retrouver le sommeil, de ne pas être efficace dans son travail, de ne pas être actif, de ne pas être souriant. Et tout le temps, c'est comme si on a des maux de tête, on somnole dans son travail. On commence par commettre des erreurs. Et là, on est dépressif. On est à fleur de peau. Et tout le temps, on est violent. Si on a affaire à des clients, on reçoit mal ces clients-là et ça n'aide pas. Donc, c'est des choses vraiment qui n'aident pas l'humain et qui n'aident pas aussi sa santé, qui n'aident pas l'environnement de son travail et qui ne lui permettent pas d'avoir de bons résultats. Et qu'est-ce qui peuvent être donc les causes de cette dépression, de ce stress-là qu'on a souvent au travail? Voilà, lorsque on est dans un travail qu'on n'aime pas, lorsque on n'aime pas ses collègues, lorsque l'ambiance de travail n'est pas une ambiance appropriée, il y a des crises de confiance. Les supérieurs n'ont pas confiance en leurs subalternes et puis ça se passe mal. Lorsque la charge de travail est trop, parce qu'on ne veut pas recruter peut-être dans ce service-là, il faut 10 employés, mais il n'y en a que 3 ou 2. Lorsque l'horaire de travail dépasse les bornes, où le travailleur va au boulot à 7 heures et revient du boulot à 2 heures du matin, à cause de l'horaire du travail, charge, oui. de la charge. Lorsque les rapports avec l'hiérarchie ne sont pas de bons rapports, lorsqu'il y a l'injustice salariale, lorsqu'il y a l'irrégularité du salaire, et lorsque le salaire n'arrive plus à couvrir les charges du travailleur, lorsqu'il y a menace tout le temps, on menace l'employé de le renvoyer tout le temps, on lui dit il n'aura pas on ne va rien lui signer pour qu'il puisse trouver mieux ailleurs, on le violente tout le temps avec la parole, il reçoit tout le temps des lettres explicatives où on lui dit des demandes d'explication pour rien et pour tout. Lorsqu'il y a l'harcèlement sexuel en milieu du travail, lorsque l'impact même de son travail ne se fait pas ressentir, il n'est pas récompensé, il n'est pas apprécié, il n'est pas remercié, alors ça commence par être un problème. Lorsque le travail n'est pas écouté, parce que chaque travail doit être écouté pour qu'on puisse lui apporter alors ce qu'il demande pour qu'il soit meilleur dans son travail. Donc lorsque tout cela commence par ne pas être là, ou bien on lui fournit de mauvais outils de travail pour que ces résultats ne soient pas des résultats probants, lorsqu'il y a défaut de formation, il veut être formé à nouveau pour pouvoir utiliser les outils alors, du moment, parlant des antiques, et il n'est pas formé, alors tout cela fait qu'il devient dépressif. Il a le stress et il ne sait pas comment, à quel sens se vouer. Voilà. Mais tout ce que vous énumérez là, en tout cas, retrouve leur base au niveau même d'abord du travailleur lui-même. Parce que lorsque vous êtes enseignant, par exemple, vous êtes dans une salle de classe et que vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, lorsque les apprenants n'ont pas les meilleures notions, lorsque à la fin d'une composition, lorsque d'une évaluation, le directeur remarque que voilà, dans votre classe, les élèves n'ont pas eu le niveau, le message n'est pas passé, c'est normal que le directeur, lui, pour avoir un résultat à la fin de l'année, puisse réagir aussi. Mais cela ne pourrait pas être cause d'une dépression, peut-être? Oui. Le problème est en aval et en amont. Le problème est d'abord au niveau vraiment du travailleur. Si ce travailleur-là amène ses problèmes de maison au boulot, si ce travail-là amène ses problèmes peut-être de dette au boulot, ou bien le problème de ses enfants ou de sa famille au boulot, il y aura vraiment qu'il sera démotivé. Et il ne pourra pas bien faire son travail. Et du moment où lui-même, il ne fait pas bien son travail, le supérieur ne peut pas accepter que dans son service ou dans son entreprise, alors on lui fasse perdre de l'argent ou de crédibilité. Ça, c'est normal. C'est pourquoi j'adresse un message vibrant à tout travailleur de donner le meilleur de lui-même. Le travail doit se cultiver, il doit se dire, je vais au boulot aujourd'hui et je donnerai le meilleur de moi-même. Et pour rien au monde, je ne dois alors être un piètre travailleur ou bien un travailleur au rabais. Non, mais je dois être excellent dans mon travail. Ça, là, c'est une décision. Il doit être heureux parce que lorsqu'on n'est pas heureux au travail, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même. On n'a pas l'énergie, on n'est pas galvanisé pour mieux faire son travail. Donc, il est temps vraiment que tout travailleur prenne cette décision-là, de mieux faire son travail, de se cultiver, de se mettre à niveau, de faire des recherches, de faire des lectures, de suivre des documentaires, de se renseigner, d'enquêter pour pouvoir vraiment devenir meilleur
dans son domaine de travail pour que, alors, il n'y ait pas de blâme. Okay. Pour qu'il n'y ait pas tout le temps des demandes d'explication ou bien des situations qui vont alors être compliquées. Non. Donc, dépression ou non, ça dépendra aussi de l'employeur en majorité, du travailleur en majorité. Ça dépend aussi du travailleur qui ne prend pas de bonnes décisions et qui fait perdre peut-être de l'argent à son chef ou bien à l'entreprise. Voilà. Et là, le chef n'est pas d'accord. Celui qui a fondé l'entreprise dit non, je ne suis pas d'accord. Et là, déjà, il se dit, on me malmène, mais il doit se poser d'abord la question de savoir quelle est ma responsabilité. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Très bien, est-ce que je fais ce que je dois faire? Parce que s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, alors ça ne peut pas marcher. Maintenant, en aval, alors le chef aussi doit pouvoir l'appeler, doit pouvoir l'écouter pour voir comment il faut l'aider, comment il faut l'accompagner, quel est le problème. Parce qu'un humain a des humeurs, a des émotions. Aujourd'hui, ça peut aller, demain, ça peut ne pas aller. Est-ce que c'est son état de santé qui ne va pas? Comment il faut l'accompagner? Est-ce qu'il faut revoir son salaire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit vraiment à 100% à fond dans son travail? Donc, celui qui a fondé l'entreprise ou bien le chef doit pouvoir se poser ces questions-là. Et à des moments donnés aussi, les collègues doivent pouvoir aider parce qu'ils sont avec ce travailleur-là et savent quand est-ce que ça ne va pas. Voilà. Lorsque nous prenons le cas des écoles, par exemple, est-ce que ces cas de dépression peuvent intervenir, on peut les ressentir également au niveau des apprenants, des élèves? Oui, beaucoup. Dans quelles conditions? Oui, dans les conditions où les élèves ont repris maintenant les cours. En même temps, beaucoup de professeurs en même temps donnent beaucoup d'exercices. Et mettent la pression sur ces élèves-là de les rendre le lendemain. L'enfant rentre à la maison et n'a plus le sommeil. Et doit veiller, commencer tout de suite au début de l'année, alors un travail à 200 à l'heure. Là, ça devient un problème. L'enfant commence par être dépressif. Ça ne doit pas être le cas. Comme on est encore au début, donc tout doucement, on fait monter la pression pour habituer encore l'enfant à ce travail-là pour que, alors quelques semaines plus tard, un mois plus tard, maintenant la pression monte. Donc c'est très important, la manière même de coacher les enfants. Si peut-être l'enseignant crie sur les enfants, traite les enfants de tarés, n'a pas la notion, la stratégie pour que l'enfant se sente à l'aise dans sa classe, là l'enfant sera dépressif. L'enfant ne va pas se sentir à l'aise. Ou bien chaque fois, l'enseignant fait honte à l'enfant. C'est que l'enfant ne pourra pas régler ce problème parce que la notion n'a pas été enseignée. On évalue sur des notions non enseignées. On envoie l'enfant au tableau et on suscite des moqueries venant de ses amis pour que l'enfant perde les pédales et fasse mal. Non, ça ne doit pas être le cas. Nous devons coacher les enfants parce que c'est eux les citoyens de demain. Et c'est eux qui vont remplacer alors tout enseignant ou tout fonctionnaire. Par conséquent, on doit pouvoir bâtir la confiance en eux. Lorsqu'on parle du dialogue parent-enfant, à des moments donnés, on doit parler aussi du dialogue enseignant-enseigné. Pour qu'il y ait l'amour et que vraiment l'enfant se sente bien dans l'école, se sente bien accompagné, bien écouté, bien aimé, pour pouvoir mieux travailler et donner le meilleur de lui-même. Vous parlez du dialogue parent-enfant. Est-ce que les situations au niveau de la maison, entre les parents, peuvent aussi être facteurs de cette dépression-là au niveau des apprenants à l'école et même au niveau des enseignants? Oui, oui, je donne un exemple simple. Un jour, un enseignant devait avoir un examen. L'inspecteur était déjà dans sa salle et il comptait sur un élève qui est le meilleur de sa classe pour s'en sortir. Mais ce jour-là, l'enfant-là n'était pas réactif. Quoi qu'en soit ce que l'enseignant fait, l'enfant n'était pas réactif. L'enseignant s'est énervé, il a commencé par battre l'enfant. L'inspecteur lui a dit non, laisse cet enfant, il a un problème. Et vraiment, à la fin, on a enquêté, on a su que la veille, sa maman a quitté le toit conjugal parce qu'il y avait un problème entre le papa et la maman. Et c'est ça là qui a brisé la psychologie de cet enfant qui était brillant. L'enfant est devenu tout bête, tout taré le jour de l'examen de son maître. Et le maître croyait que c'était alors volontaire ce qui se passait. Donc, tout ce qui se passe à la maison alors a d'impact, soit positif, soit négatif, sur alors les apprenants, sur les élèves, dans leur manière de s'exprimer à l'école et de comprendre les cours et d'être évalués et de passer en classe supérieure. C'est pourquoi les parents doivent faire très attention à la manière dont ils communiquent
et ils aident leurs enfants à la maison. Et que faut-il faire dans cette situation-là, au niveau d'abord de l'école, pour pouvoir corriger cet enfant-là qui a relevé ou plutôt le niveau de cet enfant-là? Oui, il doit y avoir vraiment un dialogue entre l'école, les parents et l'école et l'élève. Parce que si les parents croient que comme c'est la rentrée, je vais inscrire mon enfant, j'ai payé la contribution, j'ai acheté les fournitures, c'est fini. Alors, à la fin de l'année, on se revoit. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut aussi que les enseignants qui enseignent les enfants puissent garder aussi de bonnes relations avec les parents pour pouvoir donner un feedback, pour pouvoir donner des signaux d'alarme. Ah, votre enfant se comporte un peu bizarrement. Alors qu'au début de l'année, il était bon. Ah, elle a commencé par somnoler en classe. Alors qu'au début de l'année, elle ne faisait pas cela. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un changement d'activité à la maison? Qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant ne se couche pas à temps pour venir dormir maintenant en classe? Il faut qu'il y ait ce dialogue-là entre l'école et les parents pour qu'on puisse tout le temps être en train d'accompagner les enfants et les écouter aussi par moments. Parce qu'à des moments donnés, il va falloir que la direction de l'école ou bien l'enseignant avec le leadership de l'école, accompagné des parents, puisse interroger l'enfant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de mauvaises compagnies? Est-ce qu'il y a des problèmes? Parce qu'à des moments donnés, la mauvaise compagnie, même en classe, peut commencer par poser un problème. Ou bien l'enfant est rentré dans un groupe où vraiment ça ne l'aide pas. Et il faut pouvoir l'aider, il faut le coacher et beaucoup de choses peuvent arriver. Donc c'est très important, tout doucement, d'écouter. Surtout d'écouter les enfants. Ils ont besoin d'écoute. Ce n'est pas le moment de les rabrouer pour dire non, toi quitte là. On ne dit pas ça. Non. Quoi qu'en soit ce que l'enfant amène comme question, il faut pouvoir l'écouter, il faut répondre selon son âge pour pouvoir l'accompagner. Et parlant de groupe de jeunes apprenants, Oui. il y a aujourd'hui des cas d'arnaqueurs, en tout cas des jeunes élèves apprenants qui déjà roulent vos véhicules et qui sont même plus nantis que les enseignants eux-mêmes. N'est-ce pas là aussi une crainte à avoir? Vraiment, il faut vraiment craindre. Et là, je vais d'abord parler aux parents. Si votre enfant n'a pas l'âge et l'enfant, ce qui l'amène à la maison, ça ne vient pas de vous. Alors que l'enfant ne fait rien, il est encore élève. C'est dangereux. On ne peut pas couvrir de telles choses. Il faut s'inquiéter. Sinon, tout de suite, vous irez saler votre enfant en prison. L'enfant commence par changer des androïdes. Un enfant qui est peut-être à 500 francs durant toute la semaine en petit déjeuner amène un androïde de 200 000. Tu as trouvé ça où? Le parent doit pouvoir s'inquiéter. Les parents ensemble, je ne vais pas dire le parent, les parents, la maman et le papa, le tuteur et la tutrice, doivent pouvoir s'inquiéter. Les frères et sœurs doivent pouvoir s'inquiéter pour pouvoir alors poser des questions qui s'imposent, aller même dans l'école de cet enfant-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que mon enfant a commencé par changer d'attitude? On n'a pas acheté cette moto à l'enfant, mais l'enfant a amené une moto. La moto vient d'où? Pour qu'on puisse vraiment régler ce problème. Parce que à vouloir être riche avant le temps, c'est dangereux. Et l'enfant ne va pas sur les étapes de façon normale dans sa croissance. Et mauvais citoyen, voilà, cet enfant-là devient déjà un mauvais citoyen. Ça n'aide pas. Vous avez parlé des parents, mais nous avons aussi des foyers monoparentales aussi. Voilà, justement. Oui. Oui, là où c'est un foyer monoparental, il faut que le parent qui est là et qui est en train de suivre l'enfant s'inquiète. Mais je veux parler à ce seul parent-là pour dire que lui seul ou bien elle seule ne peut pas éduquer l'enfant. Okay. Qu'il se fasse aider par les voisins, les voisines, qu'elle se fasse aider par les autres pour qu'ensemble on puisse vraiment coacher l'enfant. Parce que si c'est un seul parent qui reste, parce que peut-être le foyer est divorcé, ou bien c'est une veuve, le mari est parti avant le temps, et elle croit seule éduquer l'enfant, et personne ne doit intervenir dans l'éducation de cet enfant-là, personne ne doit apporter son grain de sel, là c'est gâté, ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider. J'ai lu quelque part dans votre ouvrage « Être heureux au travail » que vous avez parlé de la relation au travail.
comme un facteur aussi pour être heureux au travail. C'est pas, vous parlez de quelle relation? Parce que nous remarquons également, et au travail, également au niveau des apprenants, des relations intimes entre professeurs et également entre élèves, professeurs, tout ça. Est-ce que vous parlez de ces relations-là ou bien de quel type de relation vous parlez réellement? Je suis heureux que vous évoquiez mon livre « Être heureux au travail », mais je voudrais dire qu'au-delà de ce livre-là, j'en ai écrit déjà 5 autres et bientôt 4 vont suivre pour que pour le compte de cette année, je sois auteur de 10 livres. Okay. J'ai parlé de la planification, j'ai parlé du bilan annuel, j'ai parlé de l'argent, de la vie sexuelle du couple. Okay. J'ai parlé de la communication, comment communiquer. Okay. J'ai parlé de comment être heureux au travail, c'est de ça vous parler. Les relations au travail, lorsque je reviens sur ça, je ne parle pas des relations illicites. Okay. Non, 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 non. Enseignant et élève. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un enseignant qui a la charge de l'éducation de la jeune fille, alors va commencer par avoir une relation illicite, sexuelle, avec cette jeune fille-là qu'on lui a confiée pour être éduquée? Mais ça peut être parfois aussi source de dépression. Grande dépression, parce que l'enfant est distrait. La fille, là, sera distraite. Parce que la fille, lorsqu'elle est en classe, ne voit plus son maître, ne voit plus son professeur, mais voit un amant, un futur mari. Et comme cela, elle n'est plus concentrée. Et elle ne peut pas donner le meilleur d'elle-même. Ça ne pourra pas aider. Donc, c'est très important de le savoir et de travailler à ce que de telles relations ne viennent pas bousiller l'avenir de l'enfant. Lorsque je parle des relations au travail, je parle des relations collègues-collègues. Des relations entre le travailleur et la hiérarchie. Okay. Le travailleur et la hiérarchie. Je parle aussi de la relation entre le travailleur et la clientèle. Okay. Parce que si nous prenons aujourd'hui les écoles, les parents d'élèves sont comme des clients. Les élèves aussi sont des clients. Comment traiter alors cette relation-là? Donc, je parle de ces relations-là et comment on doit pouvoir communiquer au sein de ces relations pour que ce soit de bonnes relations. Pas des relations de chien et de chat, pas des relations de violence, mais des relations de confiance pour bâtir l'avenir des enfants et pour être heureux soi-même dans son travail. Parce que lorsqu'on n'est pas à l'aise avec ses collègues, lorsqu'on n'a pas de bonnes relations avec la hiérarchie, avec ses subalternes, on n'est pas heureux. Parce que lorsque vous mettez le feu alors à la maison du voisin, vous n'êtes pas en sécurité. Le feu viendra vers vous. Donc c'est pour cela qu'il faut vivre vraiment et en faisant du bien, en mettant la paix chez les autres et vous êtes en paix vous-même. Et sur quoi doit-elle se baser cette relation-là entre collègues et hiérarchie? Est-ce sur le copinage? Est-ce sur non, pas le copinage. Ou bien la rigueur dans le travail? Parce que parfois, on fait cette... La rigueur dans le travail, oui, la rigueur dans le travail, la discipline, okay. Le respect mutuel, la confiance, c'est cela qui doit pouvoir être vraiment le pont dans cette relation. Ce n'est pas le copinage, ce n'est pas la corruption, non, mais la rigueur dans le travail, de bons résultats. Lorsqu'on vous confie un dossier, vous donnez de bons résultats. Vous faites un bon point et puis là, ça émerveille alors la hiérarchie et puis vous finissez votre travail à temps, dans le délai. Vous donnez des résultats probants et là, on a envie de vous promouvoir. Okay. Ça là, c'est ça de bonnes relations qu'un travailleur doit avoir avec ceux-là qui l'entourent. Parfois, on n'a pas les qualificatifs pour ce qu'on nous confie comme tâche. Parfois, on a cette peur-là, cette crainte-là de perdre le boulot et la dépression intervient à ce moment-là. Parce qu'on est continuellement à la recherche de la perfection qu'on ne peut pas avoir. Lorsque on est dans le faux, il faut d'abord commencer par se repentir. C'est la première chose à faire. Parce que lorsque vous êtes dans le faux, vous-même, vous ne dormez pas. Vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Votre conscience vous parle tout le temps et vous avez l'insomnie. Personne ne vous juge, mais vous vous jugez vous-même déjà. Donc, c'est mieux de ne même pas commencer par travailler avec des faux diplômes. Il faut alors travailler avec le diplôme qu'on a. Il faut aller étudier, il faut aller se recycler, il faut lire, il faut tout faire pour avoir le diplôme qu'il faut pour alors mériter le travail qu'on a. Sinon, mais là, le jour où ce sera découvert, c'est la honte totale. Okay. Et c'est comme ça on perd son boulot et puis on se retrouve dans le chômage et personne ne veut plus de vous. Parce que, au fait, la réputation, c'est comme un timbre de poste. On ne l'utilise pas 2 fois. Okay. On ne l'utilise pas 2 fois. Quoi qu'en soit le temps qui va passer,
les gens vont toujours dire, celui-là, c'est un faux. C'est un faux. Il est mauvais. Il est mauvais. Il avait déjà travaillé quelque part avec de faux diplômes. Il a menti aux gens tout le temps. Non, nous, on ne peut pas le recruter ici. Et là, ça devient vraiment lourd. Ça devient un problème. Je vois là que vous, psychosociologue, vous avez vraiment un rôle très important dans la société. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser à ce que vous intégrez le système un peu éducatif aussi au Bénin, ou bien que des entreprises sollicitent des psychosociologues comme vous Oui. pour relever un peu le niveau des travailleurs? Justement. Nous allons d'abord prendre le cas des écoles. Aujourd'hui, et enseignants, et que ce soit enseignants ou apprenants, Oui. ont besoin de vous. Oui, on a besoin vraiment de nous intégrer dans le système pour qu'on vienne expliquer certaines choses, pour qu'on vienne coacher, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, pour qu'on puisse expliquer à chacun quel est son rôle à l'école, donner de la motivation dès ce début d'année et accompagner dans le temps alors toutes les entreprises, ce n'est pas seulement les écoles. Parce qu'en Europe et aux États-Unis, il y a toujours des psychologues qui sont alors recrutés dans les entreprises pour booster la psychologie des travailleurs, pour les aider à être réellement à bloc, pour pouvoir travailler correctement. Mais très souvent en Afrique, on ne connaît pas le rôle alors des psychologues, des sociologues et consorts. Parce que vous n'êtes pas aussi peut-être assez organisé pour vous imposer aux responsables, aux gouvernants. C'est pourquoi je remercie déjà la télévision qui commence par croire en nous et nous inviter pour pouvoir parler de ces thèmes. C'est très important. Si on peut nous écouter, si on peut nous inviter tout doucement, en apportant notre petite pierre à l'édifice, on finira par tout construire par la grâce de Dieu. Ou bien il faut faire des enseignants aussi des psychologues? Oui, c'est très important. Non, mais d'une manière ou d'une autre, dans même les cours, les matières reçues, pour être enseignant, il y a des cours de psychologie qui ont été donnés. Et voilà que mais parfois, eux-mêmes, ils ont besoin de vous. Voilà, ils ont besoin de nous. Parce que très souvent, lorsqu'on quitte les bancs de l'école ou bien le banc de la formation, on oublie tout. Et on commence pas à faire ce qu'on veut. Et c'est pour cela qu'il faut tout le temps recycler. Alors les travailleurs, il faut leur rappeler ce qu'ils ont oublié et ça pourra aller par la grâce de Dieu. Donc, en conclusion, on peut retenir que les facteurs à la maison, également les facteurs au travail, peuvent contribuer à la dépression au travail. Et dans ces conditions, quelle serait la solution? Quel doit être peut-être le comportement à adopter par le travailleur lui-même? Ok, le travailleur lui-même... Parce que la thérapie viendra d'abord de lui. Oui, oui, c'est toujours alors de l'intérieur que la guérison vient. Si nous attendons une guérison de l'extérieur vers l'intérieur, alors cette méthode-là est une mauvaise méthode. Ça ne pourra pas marcher. Donc, c'est du travailleur même que la solution va provenir. Et que va-t-il faire alors? C'est pour cela que si un travailleur se sent coincé, il ne se sent plus à l'aise dans son travail, il faut qu'il pense à une reconversion pour être vraiment à l'aise dans son travail. Maintenant, s'il se pose des questions et il fait une analyse, un bilan de son travail et voit qu'il n'est pas vraiment efficace, il doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut lire comme document? Quel diplôme il faut aller chercher? Quels sont les outils qui me manquent pour que je sois efficace? C'est très important. Et j'ai fait un audio sur les limites du salaire. Un audio qui a fait le tour du monde. Le travailleur ne doit pas seulement avoir son salaire comme seule source de revenus. Il est temps maintenant que tout travailleur, s'il est dans un couple, qu'il puisse aussi permettre à sa femme d'apporter alors de la plus-value. Si elle est avec un mari, elle aussi permet à son mari d'aller travailler pour que ce ne soit pas une seule personne qui travaille dans le couple. Et aussi qu'on ait d'autres sources de revenus pour ajouter au salaire, pour être plus à l'aise. Parce que le vrai problème, c'est le fait que le salaire ne suffit pas à toutes les dépenses alors du travailleur. C'est ça là, la première source de dépression, la première source de stress. Donc, il faut commencer par régler le problème par là. Maintenant, il faut se décider maintenant à bien installer son lieu de travail, à bien aérer son lieu de travail, à bien décorer son lieu de travail. Le luxe et aussi la propreté. Oui, la propreté, tout cela c'est important. Parce que lorsqu'on néglige cela, alors on est dans un lieu de travail mal éclairé, mal aéré, sale, on ne pourra pas donner le meilleur de soi-même. C'est pas parce que c'est le beau. Dieu est le Dieu de la beauté. Et il a créé l'homme qui aime aussi le beau. Donc il faut que l'humain
alors le travailleur puisse... Là, c'est le pasteur qui parle. Oui. Et là, il faut vraiment que ça puisse venir maintenant. Et ça va aider à régler les problèmes de dépression, de stress, et on est à l'aise. Je ne suis pas en couple, mais les petits soucis, situations entre copains, copines peuvent aussi participer. Ça. Je suis travailleur, mais je ne suis pas encore en couple, mais j'ai peut-être un fiancé. Et la situation ne va pas. Ça peut être aussi source de dépression. Oui, oui, ça peut être source de dépression. Et le vrai problème, c'est que le mariage tarde. Parce qu'on dit, oh, je n'ai pas les moyens pour me marier. On n'est pas encore prêt. Je voudrais dire que c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Parce que comparaison n'est pas raison. On veut se marier comme quelqu'un qui vient de dépenser 10 millions dans son mariage. Non. Le mariage n'a pas besoin de beaucoup de finances. Se marier, c'est dire aux autres, je ne suis plus seul. Donc, les parents... On ne sera jamais prêt si on veut... On ne sera jamais prêt. Et que les parents aussi comprennent que la dot, ce n'est pas pour vendre la fille. C'est symbolique. C'est symbolique. Et que les jeunes qui sont des travailleurs puissent se marier simplement et être heureux. Merci beaucoup, monsieur Djido Prudence-Aimé. Vous êtes sociologue de formation, vous êtes également pasteur. Oui, je suis pasteur, je suis formateur et consultant en développement personnel et en question de famille. Merci je suis auteur. Merci de compléter votre présentation, mesdames et messieurs. Merci bien. également à vous qui avez suivi cette belle rubrique, La quotidienne. On parlait donc de la dépression au travail. Donc, vous êtes situé, les facteurs ont été énumérés, les solutions également ont été abordées avec notre invité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette rubrique La quotidienne de ce jour, 21 septembre 2022. Mesdames et messieurs, l'émission Bénin ce jour, elle se poursuit avec bel et bien la dernière étape de cette émission, c'est celle que nous allons vivre avec Louis Assoba.